La fracture d'un instrument endodontique a toujours été une source d'angoisse pour nous dentistes. D'une part, parce qu'il faut l'annoncer aux patients, et d'autre part, parce qu'il faut gérer la suite du traitement. Dans cette réponse expert, je vous propose d'aborder comment faire face tactiquement et techniquement à cette situation qui survient dans a priori moins de 2% de nos traitements endodontiques. L'instrument en lui-même n'a a priori aucune conséquence pathogène. Une étude a tenté d'évaluer la corrosion de 2 instruments fracturés qui étaient restés au niveau intraradiculaire pendant des périodes respectives de 2 ans et 4 ans. Aucune trace de corrosion sur les 2 instruments n'a pu être mise en évidence. D'autres études ont évalué également la présence de nickel dans les urines chez des patients présentant des instruments endodontiques NITI fracturés. À nouveau, aucune trace de nickel dans les urines, contrairement aux patients présentant des restaurations coronaires en nickel chrome, chez qui le taux de nickel urinaire est augmenté. L'évidence scientifique sur le sujet est faible, mais va tout de même dans le sens de l'innocuité des instruments endodontiques laissés in situ. Le deuxième aspect de l'instrument fracturé est le fait qu'il bloque l'accès apical et qu'il empêche donc de mettre en forme et désinfecter le canal radiculaire. Et il est là le vrai problème. Comment finir le nettoyage et la désinfection du canal malgré la présence de l'instrument endodontique qui bloque le passage? Pour cela, quelles sont les stratégies? On peut tout d'abord décider de laisser l'instrument en place et d'obturer au mieux jusqu'à l'instrument. L'avènement des restaurations collées permet alors de surveiller et de pouvoir se laisser la possibilité de réintervenir de façon orthograde à travers la restauration si ça le devenait nécessaire. Dans ce cas, l'état périapical doit être surveillé. Une étude de cas témoins réalisée par Spilly évalue le taux de succès endodontique des dents sans image périapicale à 91,8% en présence d'un fragment d'instrument et à 94,5% sans fracture instrumentale. Par contre, pour les dents avec une image périapicale existante, en préopératoire, les taux de guérison sont de 86,7 avec fracture instrumentale et 92,9 sans fracture instrumentale. La majorité des études montrent que la fracture instrumentale a peu d'influence sur le succès endodontique. Cependant, ce taux de succès diminue si une lésion endodontique préopératoire est présente. Si une infection endodontique se développe dans un second temps, on peut décider de choisir soit la voie chirurgicale pour nettoyer la portion canalaire en aval de l'instrument fracturé, soit la voie orthograde. Par la voie orthograde, la première solution consiste à passer à côté de l'instrument fracturé, alors que la deuxième consiste à déposer l'instrument. Le but est toujours le même, nettoyer la portion canalaire non traitée à cause du fragment d'instrument. Ces 2 dernières solutions ne sont pas sans risque, car elles peuvent aboutir à une perforation ou un stripping, mais aussi à un élargissement radiculaire trop important. Madarati a montré dans l'une de ses études que la dépose d'un instrument fracturé dans le tiers médian ou apical conduisait à une baisse de la résistance mécanique de la dent, directement corrélée à la perte de substance engendrée. En général, dès qu'on le pourra, on privilégiera la surveillance et la non-réintervention si l'état périradiculaire semble sain. On évaluera cependant la possibilité de réintervention si une pathologie apicale devait survenir. Si une lésion endodontique est déjà présente, la réintervention est alors justifiée. Dans ce cas de fragment situé dans le tiers cervical, on tente le plus souvent la dépose qui est facile et plus prévisible. Pour les instruments situés dans le tiers médian, on cherchera dans un premier temps à bypasser l'instrument, puis à le déposer en cas d'échec du bypass. Les instruments fracturés dans le tiers apical sont plus souvent une indication de chirurgie si une lésion est présente. Cependant, toutes les situations cliniques sont différentes et dans chaque contexte clinique, le pronostic biologique et mécanique pèseront de façon importante dans notre prise de décision. Alors, quels sont les éléments contextuels qui vont permettre d'orienter notre décision entre surveiller, bypasser l'instrument, déposer l'instrument ou de traiter chirurgicalement? Ces éléments concernent tout d'abord l'instrument, tels que sa longueur, son alliage, son type de section et son mode de fracture. Un instrument qui s'est fracturé par torsion est vissé dans le canal, alors qu'un instrument fracturé par fatigue est retenu par flexion dans le canal. Il faut observer également l'anatomie de la dent, sa forme, sa longueur, l'épaisseur et le degré de courbure radiculaire. De même, la localisation de l'instrument plus ou moins profonde dans la racine, sa position par rapport à une éventuelle courbure radiculaire, ainsi que la présence d'un deuxième canal rejoignant le canal principal après l'instrument fracturé, sont des facteurs importants à prendre en considération. D'autres éléments de la dent sont évalués, comme sa position sur l'arcade, son importance prothétique, la future restauration prothétique envisagée et donc la possibilité de réintervenir facilement par la suite. Autant de facteurs importants à prendre en considération.
Enfin, comme on l'a dit précédemment, le statut infectieux de la dent est un facteur important, le fait de savoir si la dent était nécrosée ou vivante au moment de la fracture instrumentale, associée ou non à une pathologie périapicale. L'ensemble de cette analyse est fait de façon routinière sur un fichier radiographique. La réalisation d'un cone beam dans ce genre de situation est très intéressant. Il apporte beaucoup plus d'éléments utiles pour la prise de décision par rapport à une rétroalvéolaire. Pour finir, il est possible d'orienter sa tactique en fonction d'un arbre décisionnel, comme celui suggéré par Madarati. Comme tout arbre décisionnel, il a la limite de ne pas pouvoir être transposable à 100% des situations cliniques. Mais il permet un bon apprentissage de la gestion tactique des instruments fracturés. Attention, une fois la prise de décision thérapeutique faite, l'évolution de la situation clinique peut nous obliger à changer de tactique en cours d'intervention. Il est donc important de ne pas rester figé sur une option thérapeutique, mais de s'adapter. En effet, un instrument fracturé dans le tiers médian peut avoir été bypassé avec succès, puis être propulsé dans le tiers apical et de nouveau bloquer l'accès au canal. Voilà, l'essentiel est là, mais la réponse mérite largement d'être approfondie.